Londres, 1666. Des milliers de personnes fuient les flammes qui dévorent la grande cathédrale. Le monument est dévasté. Mais une merveille architecturale va naître de ses cendres pour devenir le joyau de l'une des villes les plus riches du monde. Ce sera la première et la plus grande des cathédrales protestantes. Son architecte consacrera sa vie à la construction de sa coupole. Il devra affronter d'insolubles défis technologiques quand la cathédrale menacera de s'effondrer. Mais il fera un pari audacieux et mettra en œuvre avec succès des procédés révolutionnaires. « 300 ans après sa construction, le dôme de la cathédrale Saint-Paul reste un élément emblématique du panorama londonien. Les abords du monument ont été classés. Aucun nouvel édifice n'est autorisé à le masquer. Mais derrière ce monument familier se cache une structure étonnante. Ce dôme contient un secret issu de découvertes scientifiques révolutionnaires. Il doit son existence à une catastrophe. En 1666, une année qui contient le nombre apocalyptique 666, les Londoniens craignent les pires catastrophes. Le 2 septembre, un incendie se déclenche dans une boulangerie. Un fort vent d'est attise les flammes et le feu commence à dévorer les maisons en bois. Il va consumer 13 000 maisons et 93 églises pendant 4 jours. La crainte d'une apocalypse ne fait que grandir lorsque la tempête de feu dévore la magnifique cathédrale gothique de Ludgate Hill. Saint-Paul est gravement touché. C'est une perte énorme pour les Londoniens. Cette cathédrale se dressait déjà sur Ludgate Hill 1000 ans avant l'incendie. L'auteur Leo Hollis a beaucoup écrit sur cette catastrophe. Selon lui, cette cathédrale n'était pas seulement la plus grande de Londres, mais aussi un objet de fierté nationale. Il s'agissait de l'un des bâtiments les plus extraordinaires de l'époque et certainement l'un des plus grands d'Europe. On y célébrait les victoires militaires. C'est ici que le roi et ses citoyens se retrouvaient. Ce monument jouait un rôle essentiel dans la vie des Londoniens. La première cathédrale était le cœur de Londres. D'après l'historien Andrew Lacey, la cathédrale n'était pas seulement un édifice religieux. Ce n'était pas simplement une église. On y venait pour faire des affaires, trouver une prostituée. Dans la cour, on vendait aussi énormément de livres. C'était donc plus une sorte de centre culturel qu'une simple église. Pour remettre sur pied ce monument essentiel de la ville, une commission royale d'hommes d'église et de notables tente de faire réparer la cathédrale. Mais le bâtiment en ruine est devenu un piège mortel qui peut s'effondrer à tout moment. La commission n'a plus le choix. Pour rester l'une des villes les plus importantes du monde, Londres doit posséder une cathédrale digne de ce nom. Mais qui est capable de la concevoir? La commission royale décide de prendre un risque et nomme un astronome, Christopher Wren. Cela nous paraît étrange aujourd'hui qu'ils aient choisi Wren, qui vient de l'astronomie et des sciences expérimentales, pour concevoir cet ouvrage.
Mais comme le fait remarquer l'historien James Campbell, les architectes professionnels n'existaient pas à l'époque. Au XVIIe siècle, l'architecture était considérée comme une branche des mathématiques. Comme Wren était l'un des meilleurs mathématiciens de son temps, ce choix était donc naturel. À 35 ans, Wren fait partie d'une nouvelle race de scientifiques qui percent les secrets de l'univers. Tourné vers l'expérimentation, il fonde la Royal Society qui refuse les explications traditionnelles des causes physiques. Wren rejettera aussi la tradition architecturale pour Saint-Paul. Ses projets modernistes déclenchent un conflit avec ses employeurs. La construction en sera retardée de près de 9 ans. La première pierre de la cathédrale est posée en 1675. Malheureusement pour Wren, l'architecture n'est pas le seul sujet de discorde. À cette époque, les conflits religieux font rage et les plaies de la guerre civile anglaise sont à peine refermées. L'aspect extérieur d'une église a une énorme importance. Depuis 5 siècles, l'église a marqué sa préférence pour le style gothique dans les grandes cathédrales anglaises. Mais Wren ne partage pas ce goût. Comme beaucoup de ses contemporains cultivés, Wren considérait l'architecture gothique comme grossière et barbare. Il l'associait au Moyen Âge, à des temps moins civilisés. Wren, le mathématicien, n'aime pas non plus les formes et les proportions du gothique. Il croit que la vraie beauté architecturale est le fruit de certaines formes géométriques et d'une symétrie mathématique. Il décrit 2 types de beauté architecturale. Le premier est le style, la décoration architecturale. Mais le second est plus fondamental. C'est la beauté mathématique. Les proportions d'un bâtiment, la répartition des cubes et des sphères. C'est ça qui lui donne sa beauté fondamentale. Wren croit que la beauté géométrique des bâtiments classiques de Rome et de la Grèce antique est supérieure à celle de l'architecture gothique. En Italie et en France, les architectes baroques s'inspirent aussi des classiques. Leur réalisation, notamment les dômes, enthousiasme Wren. Mais ses commanditaires ne partagent pas cette passion. La nouvelle architecture qui s'épanouit à Rome et à Paris est marquée par le catholicisme. Les membres du clergé anglican présents dans la commission sont farouchement hostiles au catholicisme. Pour leur faire partager sa vision classique, Wren fait exécuter une maquette extrêmement coûteuse de son projet. Parviendra-t-elle à convaincre les adversaires de sa cathédrale classique ? Dans les étages de Saint-Paul, une pièce abrite une gigantesque maquette en bois de la cathédrale. C'est l'une des maquettes les plus détaillées jamais réalisées et son coût a probablement dépassé l'équivalent de 400 000 €. Pour Leo Hollis, la grande maquette, comme on l'appelle, est l'idée définitive que Wren se fait de la nouvelle cathédrale. Voici la grande maquette. En 1672, Wren a proposé un projet entièrement novateur pour Saint-Paul. Chacun pouvait venir le voir. Les plus petits détails étaient sculptés à l'intérieur comme à l'extérieur. Ce dôme qui domine la cathédrale et Londres est au cœur du projet de Wren. C'était son rêve. L'ouvrage s'inspire fortement de récentes réalisations françaises et italiennes, comme la basilique Saint-Pierre de Rome.
Certains grands personnages, comme le roi Charles II, s'enthousiasment pour l'idée de Wren. Mais le roi ne mettra pas un sou dans son financement. Et le projet visionnaire de Wren s'achemine vers un échec cuisant. Ses idées sont beaucoup trop novatrices pour ses commanditaires. La commission royale comprend des membres de l'Église anglicane qui se méfient de toute influence catholique. Le clergé ne l'a pas apprécié parce que cela ne ressemblait pas à une cathédrale anglaise traditionnelle. Probablement aussi parce que ce bâtiment paraissait trop étranger et au XVIIe siècle, cela signifiait à coup sûr que vous étiez un papiste. On construisait traditionnellement les cathédrales en plusieurs parties. On commençait par la partie est et on poursuivait la construction partie après partie, c'est-à-dire que l'on pouvait utiliser la partie est du chœur pour célébrer les offices pendant les travaux. Mais c'est impossible avec le projet de la grande maquette. C'est un bâtiment parfaitement classique qu'il faut construire d'un seul tenant. Le choc a été rude pour Wren. Il paraît que c'est la seule fois où on l'a vu pleurer en public. Après un revers aussi terrible, un caractère moins bien trempé aurait tout abandonné. Mais Wren persévère. Il accepte les exigences de la commission et décide d'adopter un profil bas. Il propose des plans plus traditionnels. La cathédrale, en forme de croix, pourra être construite par morceaux comme le demande la commission. C'est un mélange de deux styles différents, bien loin de la vision classique originale de Wren, mais la commission approuve officiellement ces plans. Wren peut commencer à construire. Les plans du projet autorisé étaient curieux. Wren avait dû faire des compromis et réconcilier architecture gothique et architecture classique, c'est évident. Le dôme a été complètement aplati et une sorte de spirale se dresse bizarrement au milieu du bâtiment. Pour Wren, le succès de ce mélange des genres est une victoire à la Pyrrhus. Ce n'est pas le projet qu'il souhaite. Mais peut-il aller contre la commission en revenant aux plans originaux? Il doit prendre une décision immédiatement avant de commencer les fondations. Wren sait que des fondations inadaptées mettraient en péril un ouvrage aussi gigantesque et risqueraient de le faire ressembler à la tour de Pise. Au premier examen, le terrain semble stable, mais c'est trompeur. L'ingénieur Ed McCann explique comment des fondations instables peuvent mener tout droit à la catastrophe. Le sol ressemble en fait à un matelas comprenant une infinité de ressorts de dureté variable. Si j'appuie très fort à un endroit, il s'enfonce de cette manière. Si j'appuie ailleurs, il s'enfonce autrement. Lorsque vous posez un énorme bâtiment très lourd sur ce matelas géant, il a tendance à s'affaisser plus ou moins à différents endroits. C'est une véritable catastrophe pour un bâtiment, car lorsque cette partie s'enfonce beaucoup, et celle-ci pas du tout, il peut arriver qu'il se brise, ou que des tours penchent trop, ou que le bâtiment s'ouvre en deux. Wren sait parfaitement que son gigantesque ouvrage nécessite un socle solide. Il doit prendre une autre décision difficile. Il peut faire des économies de temps et d'argent en reprenant les anciennes fondations qui ont déjà tassé le sol. Mais il devra alors adapter son projet à leur forme, ce qu'il refuse d'envisager. Wren décide de creuser de nouvelles fondations. Il devra supprimer les anciennes pour ne pas créer de points de résistance qui pourraient briser sa cathédrale en deux. Il examine le sol et y découvre plusieurs couches d'argile et de sable. Il décide de construire sur l'argile, pensant qu'elle est plus solide que le sable. Il ignore alors que cette décision aura des conséquences catastrophiques pour sa cathédrale.
Presque 10 ans après le grand incendie, la reconstruction commence et Wren, qui a bientôt 45 ans, a rendez-vous avec son destin. Il va défier la commission et construire sa cathédrale d'après sa grande maquette. Dès le creusement de la première tranchée, il est évident que Wren a une toute autre idée de ce que sera la cathédrale. Les fondations qu'il fait creuser ne correspondent pas à celles qu'il aurait dû creuser en suivant les plans officiels. Wren tente de revenir autant que possible à son projet initial, à sa grande maquette avec son espace central et son dôme. Les nouveaux plans sont encore un compromis. Ils sont inspirés de la grande maquette, mais comme sur les plans officiels, ils permettent de construire l'édifice par tranches successives. Wren joue gros en modifiant les plans officiels, mais il pense avoir une certaine marge de manœuvre et, en alternant ruse et audace, il parviendra à construire sa cathédrale. La commission pouvait modifier les plans, et Wren s'est peut-être cru autorisé à faire la même chose. Il semble qu'il était prêt à faire n'importe quoi pour éviter que la commission ne découvre ses intentions, et ne leur a laissé voir en de rares occasions que de très rares plans. Wren pouvait alors en permanence peaufiner et modifier son ouvrage. Il est astucieux de garder ses plans secrets. Mais cacher un bâtiment tout entier est une autre paire de manches. Pour cela, Wren garde justement un as dans sa manche. Saint-Paul se construit à l'abri d'un labyrinthe d'échafaudage et Wren peut cacher son indiscipline derrière un écran de planches et de toiles. Mais il a un autre sujet d'inquiétude. L'argent risque de manquer avant qu'il finisse son chef-d'œuvre. La reconstruction de la ville et de sa magnifique cathédrale après l'incendie représente une énorme charge financière. Une grande partie des fonds provient d'une taxe sur le charbon. Même si la commission souhaite cette cathédrale, c'est le Parlement qui fixe la taxe sur le charbon et détient donc les cordons de la bourse. Wren craint que le Parlement ne finance pas le chantier et y mette un terme. S'il construit la cathédrale par tranches successives, Wren sait que le financement peut s'arrêter avant qu'il atteigne son but ultime en la couronnant d'un superbe dôme. Il va jouer son va-tout avec un plan à la fois simple et audacieux. Il lance la construction de la cathédrale tout entière. Bien avant de terminer les autres tranches du bâtiment, Wren a déjà posé les fondations de son dôme visionnaire. Il fait le pari que le Parlement n'arrêtera pas la construction d'une cathédrale à mi-chemin, laissant ainsi un chantier ouvert en plein centre-ville. Ils devront achever la cathédrale comme il l'a prévu. Mais derrière ces échafaudages, Wren rencontre rapidement des problèmes techniques. Son aversion pour le gothique l'oblige à résoudre de nouveaux défis technologiques. Les ouvrages très élevés nécessitent un soutien supplémentaire pour ne pas basculer. C'est l'arc-boutant qui joue ce rôle de soutien dans le gothique. Ils permettent à des murs fins d'atteindre des hauteurs extraordinaires. Souvent, des ornements dissimulent ces structures. Mais si la technique est importante pour Wren, l'apparence est primordiale. Rien sur les façades ne doit accrocher le regard. Les arcs-boutants posaient un problème particulier à Wren, car ils étaient l'essence même du gothique.
S'ils étaient visibles à l'extérieur de sa cathédrale, celle-ci n'aurait plus rien de classique. Il devait donc trouver un moyen de les cacher. Pour conserver son style classique, Wren trouve une idée ingénieuse. Alors que les anciennes cathédrales avaient des murs étroits soutenus par des arcs-boutants, Wren construit des murs 2,5 fois plus épais. Il sait que cela risque de nuire à l'élégance de l'ouvrage. Pour les alléger visuellement, il décide de les déguiser. Les murs sont massifs et épais, de plus de 5 mètres. Habituellement, quand les murs sont aussi épais, l'intérieur devient très sombre. Mais la grande idée de Wren est de creuser ces grandes niches qui déportent les fenêtres sur le mur extérieur. L'espace est alors inondé de lumière. Les maçonneries latérales agissent comme de grands arcs-boutants internes en renforçant le mur. Malgré ces renforts, Wren a quand même besoin de soutenir les niveaux supérieurs. Il a une idée brillante. Chaque côté du bâtiment est bordé d'une allée. Wren décide de placer des arcs-boutants sous les toits qui les surplombent. Ils seront invisibles. Mais Wren calcule que ces arcs-boutants artistiquement cachés seront insuffisants. Le poids du toit sur les murs demande beaucoup plus de soutien. Il faudra des arcs-boutants plus inclinés et donc plus visibles. C'est un désastre. Toute la partie technique sera visible, comme dans les vieilles cathédrales gothiques. Et c'est ce que Wren veut éviter. D'un coup de crayon, il trouve une nouvelle solution. Il invente un procédé entièrement original pour masquer le problème. Un faux mur. Sous la coupole, à l'extrémité ouest, la cathédrale s'élève sur 2 niveaux. Il décide de faire croire que tout le reste de la cathédrale aura 2 niveaux en utilisant un faux mur tout autour. Wren vient d'inventer le claustrat. Voici à quoi ressemblent ces claustras de l'intérieur. Ils créent un espace énorme qui masque les arcs-boutants. Ils sont indispensables pour faire tenir la partie haute de la cathédrale. Cela permet de construire l'intérieur de la cathédrale sans aucun ornement. C'est moins cher et plus facile. Cet espace libre permet aussi à la lumière d'inonder la cathédrale. Ces claustras sont des faux en architecture qui dissimulent la structure. Pour certains, il s'agit d'un procédé malhonnête, mais la cathédrale de Wren tient toujours debout et son style reste classique. Malgré les talents de Wren, dans la partie souterraine du chantier, les choses se passent beaucoup moins bien. Pour faire l'économie des tailleurs de pierre, Wren construit les voûtes du sous-sol en briques. On installe un cintre de bois pour soutenir la voûte pendant sa construction, puis on remblaye l'espace supérieur avec des moellons avant d'enlever le cintre. Cette dernière étape tourne au désastre quand les voûtes s'effondrent. Nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé, mais il semblerait que le remblayage n'ait pas été effectué correctement au-dessus de la voûte. Sur cette maquette, le sol de la cathédrale se trouve ici. Le remblai en moellon est placé dans ce triangle. Mais le poids du sol en haut pousse vers le bas et tend à écarter ces parties de la voûte. Sans le remblai, il se soulèverait et entraînerait l'effondrement de la voûte. Au grand embarras de Wren, une seconde voûte s'effondre. Il n'a droit à aucun retard. Le Parlement exige des résultats.
L'architecte, alors âgé de 58 ans, a besoin que le Parlement renouvelle la taxe sur le charbon qui finance ses travaux. Il doit achever la partie est et le chœur qui vont abriter les premiers offices. Mais le risque existe que la commission royale mette un terme aux travaux. Wren ne verrait alors jamais l'achèvement de son dôme. Le chœur est l'un des joyaux de la cathédrale Saint-Paul. Ce summum de l'élégance, du raffinement et du savoir-faire du XVIIe siècle s'intègre parfaitement à la grande cathédrale. À la fin des années 1690, Sir Christopher Wren craint pourtant de ne rien voir d'autre de sa cathédrale. Il a la soixantaine et l'argent commence à manquer. La cathédrale est le monument le plus cher de l'époque en Angleterre. Son coût total va dépasser 1 milliard de nos euros. Depuis 20 ans, la taxe sur le charbon finance le chantier. Mais c'est le Parlement qui tient les cordons de la bourse. L'Angleterre est en guerre avec la France, ce qui restreint la quantité de charbon parvenant à Londres et l'argent consacré au chantier. Le budget est déjà serré. L'architecte et les entreprises sont obligés d'avancer les fonds. Wren participe à hauteur de l'équivalent de 4 millions d'euros. Avant que ces bailleurs de fonds ne votent un accroissement du budget, Wren doit terminer la partie est et le chœur pour abriter de nouveau les offices. Pas de chœur, pas d'argent. Cela crée un dilemme. Wren travaille sur le bâtiment tout entier pour s'assurer que sa cathédrale sera couronnée de son dôme. Même lorsque l'argent manque et qu'il doit se concentrer sur le chœur, Wren ne renonce pas à son pari. Il refuse d'abandonner les autres parties de la cathédrale. Wren craint que s'il termine le chœur, le reste du bâtiment ne les intéresse plus. Alors même qu'il travaille sur le chœur, il engage des maçons pour fabriquer les grands piliers qui supporteront le dôme. Il espère que si la totalité de l'ouvrage est en chantier, le Parlement, la Commission et le clergé seront moins tentés d'oublier le reste du bâtiment une fois qu'ils auront obtenu leur chœur. Durant cette période, Wren ne peut se permettre aucune économie sur le chœur. Ce doit être une merveille architecturale qui convaincra les critiques et apportera de l'argent frais. Le travail se poursuit d'arrache-pied. Wren fait travailler plusieurs équipes de maçons mises en compétition. Il doit les approvisionner constamment en pierres de construction qui sont transportées depuis Portland, sur la côte sud, à 300 km de Londres. La plupart des pierres de Portland arrivaient par la mer. C'était la meilleure solution étant donné le triste état des routes. Cet itinéraire compliqué entraîne des retards. Des navires sont pris dans des tempêtes ou arraisonnés par les Français. Aucun architecte n'aime voir ses ouvriers inactifs sur un chantier parce que les matériaux n'arrivent pas. Il faut maintenir un flux constant de matériaux. Ils doivent arriver au bon endroit et au bon moment pour que le chantier avance. Wren découvre les difficultés de la gestion d'un projet. Il connaît aussi des problèmes avec le bois de la charpente. Les poutres maîtresses horizontales sont soutenues par des poinçons verticaux. Le bâtiment est si grand que les poutres maîtresses doivent être d'un seul tenant. Wren a fait le choix d'une charpente avec poinçons qui permet un toit bas à l'extérieur.
et avec une poutre maîtresse longue, afin de rendre le toit presque invisible de l'extérieur de la cathédrale. Il repose sur ces poutres maîtresses. Il était possible de monter 2 poutres maîtresses réunies au milieu, mais Wren, une fois de plus, a refusé tout compromis. Il voulait quelque chose de simple qui dure longtemps. Wren cherche des poutres de 14 mètres de long. Pas seulement une, mais 48, taillées dans des chênes âgés de 150 ans. Un duc offre les arbres de sa propriété, mais il se trouve à 250 km de Londres. Le transport par chariot, puis par bateau, dure des semaines. Lorsque le bois arrive, Wren peut terminer son toit. La partie est est presque terminée, mais reste ouverte aux intempéries sous le futur dôme. Wren demande au charpentier de construire un immense mur en bois qui protégera de la pluie. Le chœur est enfin à l'abri, et Wren peut faire appel aux meilleurs artisans européens pour décorer l'intérieur de sa cathédrale. En 1694, Wren a enfin pu se consacrer à la décoration du chœur. Il a exigé les meilleurs artisans et il a fait appel à Grinling Gibbons, qui était de loin le meilleur sculpteur de sa génération. La décoration du chœur et ses magnifiques sculptures sur bois coûteraient aujourd'hui plus de 12 millions d'euros. Ils ont commencé par se réunir et ont décidé que puisqu'ils ne pouvaient pas représenter les saints et les personnages du Nouveau Testament de la tradition catholique, ils se tourneraient vers la nature et les moissons abondantes du monde réel. Ils ont conçu une série de panneaux magnifiques avec des cornes d'abondance, des haricots, des épis de maïs, pour symboliser les beautés de la nature. Ils ont aussi placé des séries de chérubins le long des stalles. L'histoire veut que Grinling Gibbons ait sculpté les visages des chérubins d'après ceux de ses 2 fils jumeaux. Mais en réalité, ils sont tous uniques. C'est un testament extraordinaire laissé par celui qui est peut-être le meilleur sculpteur anglais. En décembre 1697, le chœur est achevé, 31 ans après le grand incendie. L'aile est de Saint-Paul est terminée juste à temps pour redevenir un nouvel objet de fierté nationale. Tout Londres s'y retrouve pour célébrer la fin de la guerre avec la France. Cela a certainement été un événement majeur. La foule a dû affluer vers la colline de Ludgate pour assister à la messe et admirer la nouvelle cathédrale, ou tout du moins une partie, parce que le reste était toujours en chantier. Wren est soulagé. Le Parlement n'interrompt pas la construction quand le chœur est terminé. Il peut enfin se consacrer à la partie la plus ambitieuse de son projet, le Grand Dôme. Mais après ce court répit, un nouveau cauchemar commence. La cathédrale, à demi achevée, est déjà en train de s'enfoncer. Les fondations, qui n'ont que 20 ans, cèdent sous le poids des énormes murs. Si Wren s'obstine à construire son dôme en pierre de taille, sa cathédrale risque tout simplement de s'effondrer. L'élément emblématique de Saint-Paul est son immense dôme surmonté d'une croix en or culminant à 111 mètres de hauteur. Son poids total de 65 000 tonnes est réparti sur 8 énormes piliers. C'est le dôme le plus ambitieux construit en Angleterre et à plusieurs titres, l'œuvre majeure de Christopher Wren. Mais sa forme cache un procédé technique unique qui repose sur une étonnante découverte mathématique faite par un autre grand scientifique de l'époque.
Le triomphe va naître de la défaite. Le principal problème est d'ordre financier. La guerre est terminée, mais le Parlement n'augmente pas la taxe sur le charbon qui finance les travaux et ira même jusqu'à la réduire en 1697. Une moitié du salaire de Wren est même retenue jusqu'à l'achèvement de l'ouvrage. Wren calcule que l'argent manquera pour finir la cathédrale. Son projet d'un immense dôme classique semble voué à l'échec. À la fin des années 1690, Wren est revenu devant le Parlement demander une rallonge pour achever la cathédrale. Il a déclaré que les deux grandes choses à terminer étaient la façade ouest et le dôme. Il a aussi fait valoir qu'à titre personnel, il voulait voir ce dôme. Il était totalement paranoïaque. Il était persuadé que s'il commençait la façade ouest, le Parlement se contenterait de l'ouvrage en l'état et cesserait de payer avant l'achèvement du dôme. Mais Wren rêvait de ce dôme depuis plus de 40 ans. Wren reçoit le soutien de la commission royale, mais tandis que le dôme semble sur la bonne voie, il doit affronter le pire des obstacles. Il devient évident pour Wren que le bâtiment tout entier s'affaisse. Les nouvelles fondations construites il y a 20 ans sont en train de céder sous le poids des énormes murs. Les piliers gigantesques qui devront supporter le Grand Dôme s'affaissent encore plus rapidement. Leur ajouter un dôme de pierre de plusieurs milliers de tonnes risque d'entraîner tout simplement l'effondrement du bâtiment. Wren rêve de ce dôme depuis 40 ans. Mais il n'a pas l'intention d'abandonner maintenant. Pour modifier les fondations, il faudrait démolir l'ouvrage. Mais si on allège le dôme, les fondations tiendront peut-être. Mais c'est un pari terriblement risqué. La solution serait de construire une coupole double. Ce procédé fait fureur en France. Une coupole légère en pierre soutient un dôme extérieur plus grand, plus imposant, construit en bois. Le poids est considérablement réduit, mais un problème demeure. Wren tient à ce que son dôme soit couronné d'un lanternon en pierre qui rivalise avec celui de Saint-Pierre de Rome. Ces 850 tonnes excèdent de loin ce qu'une charpente en bois peut supporter. Wren, une fois de plus, ne se décourage pas et cherche comment construire un dôme à la fois très résistant et suffisamment léger pour ne pas endommager les fondations. L'astuce trouvée par Wren est à la fois audacieuse et novatrice. Quand on entre à l'intérieur du dôme, la surprise est totale. Ce n'est pas un dôme simple, ni une coupole double comme en France ou en Italie à cette époque. On découvre quelque chose de totalement nouveau, une invention originale de Wren. La solution de Wren consiste à construire une troisième coupole invisible dont la forme est différente des deux autres. Pour cette structure ingénieuse, Wren s'est inspiré de l'un de ses principaux collaborateurs, l'un des grands esprits scientifiques de l'époque, Robert Hooke, déjà célèbre pour ses travaux en physique, en chimie et sur les microscopes. Il s'est attaqué à cette question et a découvert que la solution se trouvait dans les formes que prennent les chaînes. Cela va donner l'une des techniques de construction les plus originales jamais inventées. Hooke suspend une chaîne et découvre que lorsqu'elle ne supporte que son propre poids, c'est-à-dire que rien n'y est suspendu, elle adopte cette forme qu'on appelle une caténaire. Chaque élément de cette chaîne est en traction. Tout est en tension, comme ceci, sur toute sa longueur.
Il va plus loin et se rend compte qu'en la retournant, afin que tout soit en compression, cela devient une structure de compression très efficace. En s'inspirant de la découverte de Hooke, Wren reprend son idée de coupole double et crée une coupole triple révolutionnaire sans précédent en architecture. Wren opte une fois de plus pour un tour de passe-passe architectural en créant deux structures visibles et une troisième invisible sur laquelle tout repose. La coupole intérieure est visible depuis la cathédrale. Elle s'adapte aux dimensions intérieures et forme un plafond hémisphérique. Géométriquement, elle adopte la forme d'une chaîne libre. Elle est autoporteuse, mais ne soutient aucune partie de la structure du dôme. Le dôme extérieur n'est là que pour la décoration. Il donne cette silhouette spectaculaire à la cathédrale, comme le souhaitait Wren. Il adopte lui aussi une forme de chaîne libre, mais son allure imposante est trompeuse, puisqu'il ne supporte lui non plus presque rien. Ce qui provoque cet impact sur le panorama de Londres, ce qui rend Saint-Paul si imposante, c'est cette charpente en bois recouverte de planches et de plomb qui forme le dôme extérieur et donne toute sa majesté à la cathédrale. On a l'illusion d'un énorme dôme, sans le poids, et en faisant des économies de charpente. Le véritable héros de cette affaire est le troisième dôme, inséré entre les deux autres. C'est lui qui soutient incognito le lanternon de 850 tonnes. Ce troisième dôme adopte une forme totalement différente des deux autres. Voici la troisième structure, la plus grande invention de Wren. Entièrement secrète, cachée à la fois de l'intérieur et de l'extérieur de la cathédrale. C'est un cône de briques destiné à soutenir le lanternon, cette grande structure de pierre qui pèse de tout son poids et pousse vers l'extérieur. Wren insère donc des chaînes de fer dans les briques pour compenser ces tensions. Bien que ce soit un cône et non un hémisphère, ce sont encore les expériences de Hooke qui ont déterminé sa forme. Hooke a découvert que lorsqu'il suspendait quelque chose à sa chaîne, les côtés se rapprochaient et changeaient de forme. Ce n'était plus une caténaire, sa forme avait changé. Il réalisa que ça pouvait être utile à son ami Christopher Wren, car lorsque l'on retournait l'ensemble, ceci ressemblait beaucoup à la lanterne qui devait être soutenue à Saint-Paul. Wren donne à la coupole intermédiaire la forme d'une chaîne lourdement chargée, créant ainsi une structure incroyablement solide. Grâce à ces deux hommes, le lanternon de Saint-Paul peut rivaliser avec celui de Saint-Pierre de Rome. Le dôme de Saint-Paul symbolise la perfection architecturale selon Wren. Tous les procédés utilisés pour soutenir sa masse gigantesque sont parfaitement dissimulés et ne dévoilent que sa forme élégante. Cette structure révolutionnaire a pourtant un défaut. La coupole intérieure sera très sombre. Wren doit trouver le moyen d'y remédier. Il va recourir à un nouveau tour de passe-passe. Pour éclairer la coupole de Saint-Paul, Wren a une idée audacieuse. Il découpe une ouverture là où peu d'architectes auraient osé le faire. On entend souvent dire que si on enlève une clé de voûte, celle-ci s'effondre. C'est vrai, bien entendu. Imaginez ce type de voûte avec une clé de voûte ici. Si je la retire, il est évident que la voûte s'effondre. C'est vrai également pour toutes les autres parties de la voûte. La clé de voûte n'a rien de magique. Si vous enlevez un morceau de la voûte, elle s'effondre. Mais les coupoles sont plus souples que ça. Si vous retirez une partie quelconque de la coupole, elle ne s'effondrera pas. Prenez une coupole et imaginez que le poids augmente jusqu'à ce qu'elle cède. Elle va céder à partir de la partie supérieure centrale et la partie inférieure va s'écarter. Elle cède vers l'intérieur de cette manière.
Imaginez que l'on supprime la poussée avec un rebord placé au sommet. Il devient ensuite facile de découper une ouverture qui ne pourrait pas se refermer, étant donné la force de compression dans l'anneau tout autour. Wren va utiliser ce principe. Il enlève la partie centrale de la coupole et perce des mini-fenêtres dans les dômes extérieurs et intermédiaires pour laisser entrer la lumière du lanterneau. Il termine avec un trompe-l'œil. Ce qui semble être la maçonnerie du dôme extérieur n'est qu'une peinture sur le cône de briques. La construction de Saint-Paul a duré 35 ans. Fait rarissime dans l'histoire des cathédrales, Christopher Wren a vécu assez longtemps pour voir son projet achevé. En 1708, âgé de 76 ans, Wren peut regarder son fils, hissé au sommet du dôme, poser la dernière pierre de la cathédrale. À lui seul, il a conçu un chef-d'œuvre classique qui rivalise avec les plus grands ouvrages européens. Durant ces 50 années, il n'a pas seulement transformé Saint-Paul, il a aussi transformé l'idée que l'on se faisait de l'architecte et aussi l'idée que l'on se faisait de l'architecture anglaise. Saint-Paul est probablement son chef-d'œuvre. C'est un monument qui rivalise avec Saint-Pierre de Rome et avec n'importe quelle autre cathédrale européenne. Wren a triomphé de ses adversaires de la commission royale et leur a même survécu. Sa cathédrale affiche plus qu'une vague ressemblance avec la grande maquette refusée plus de 30 ans auparavant. L'historien Andrew Lacey est persuadé que la cathédrale est rapidement devenue le symbole de l'une des plus grandes villes du monde. Elle a été très vite emblématique du paysage londonien. Lorsque Canaletto peint une vue de Londres dans les années 1740, c'est une forêt de clochers et de tours, avec au milieu le dôme très imposant de Saint-Paul. Je suis persuadé que très rapidement les Londoniens ont adopté Saint-Paul. 3 siècles après son achèvement, la cathédrale vit sa plus terrible épreuve. Durant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands bombardent Londres et menacent son plus grand symbole. En 1940, les gens se sont dit que si jamais Saint-Paul et le dôme survivaient au bombardement, alors la Grande-Bretagne s'en sortirait. Une pluie de bombes incendiaires frappe la cathédrale. Certaines se logent même dans le dôme. Mais tandis que Londres se consume une fois de plus, la cathédrale survit miraculeusement. Comme symbole pour Saint-Paul, Wren avait d'ailleurs choisi le phénix, cet animal immortel qui renaît perpétuellement de ses cendres. Mais pour celui qui consacra plus de la moitié de sa vie d'homme à sa cathédrale, ce projet s'achève comme il a commencé, dans une querelle avec les bureaucrates de la commission royale. Une dispute éclate à propos des finitions, et l'architecte de 86 ans est mis à l'écart. Il meurt 5 ans plus tard. Sir Christopher Wren est inhumé dans sa cathédrale, avec l'une des plus célèbres épitaphes de l'histoire. Elle dit « Lecteur, si tu cherches un monument, regarde autour de toi. Saint-Paul est un monument à la gloire de Dieu, au pouvoir de la science et à l'ambition de son concepteur, Christopher Wren. »